Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Collectivité locale. Quelle stratégie de développement des outils numériques issus de la crise sanitaire? Et ce webinaire vous sera présenté par Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, on va attendre les participants, les petits retardataires. Juste le temps pour moi de vous rappeler les règles de ce webinaire. En fait, Monsieur Darcissac alors, si on peut revenir ouais, sur le slide d'avant, va vous parler du webinaire, du sujet webinaire. Les questions-réponses. Alors, vous avez une petite boîte à questions. Je ne sais pas si vous la voyez sur l'outil GoToWebinar. Vous êtes une petite boîte où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, même pendant le webinaire, vous pouvez taper vos questions. Elles sont enregistrées. En revanche, la phase de questions-réponses aura lieu à la fin. Donc, je reprendrai l'ensemble des questions et les poserai à Emmanuel pour débuter l'échange. Donc, n'hésitez pas, même pendant le webinaire, si vous avez des questions, à poser vos questions grâce à la petite fenêtre questions. Bien sûr, tous les slides vous seront envoyés à l'issue de la réunion, du webinaire. Petite introduction sur la Gazette, si on peut passer du coup au slide d'après. Je ne sais pas si tout le monde connaît notre organisme de formation, donc c'est la Gazette Formation. On existe depuis quelques années, on a plus de 300 formations pour les collectivités locales dans plusieurs domaines, donc vous les voyez sur l'écran, donc voilà, management public, ressources humaines, et puis on a notamment beaucoup de formations autour du numérique, donc je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur formation.lagazetteDesCommunes.com, sachant qu'en ce moment, vu le contexte, l'ensemble des formations ont été transformées en classe virtuelle. Donc, ça veut dire que vous êtes à distance avec le formateur en live. Donc, c'est comme un présentiel, sauf que c'est à distance. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et puis, pour les élus, si on peut passer au slide d'après, on a lancé un nouvel outil de formation pour les outils en e-learning, puisque les élus n'ont souvent pas le temps de partir pour une ou deux journées de formation. Donc, le e-learning, c'est parfait pour eux, pour se connecter quand ils le souhaitent, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça s'appelle Élu Academy. Donc, les collectivités ont une obligation de formation de leurs élus. Et oui, le budget de la collectivité a une ligne sur la formation des élus. Donc, cette formation Élu Academy est éligible au financement par le budget de la collectivité et également avec votre DIF élu. Donc, c'est une plateforme en fait où où vous avez accès jusqu'au 31 décembre à toutes les formations pour les élus en e-learning. Donc, c'est idéal pour débuter le mandat. Et c'est des formations qui sont faites par les formateurs La Gazette. C'est vraiment des formateurs qui ont l'habitude de réaliser des formations sur des sujets fondamentaux, mais également sur des spécialités, si on peut voir le slide d'après. Voilà, donc là, c'est les formations qui sont disponibles. Donc, il y a vraiment les fondamentaux de l'élu pour démarrer le mandat avec le statut de l'élu, les compétences, l'organisation, la gouvernance. Voilà, les fondamentaux des finances locales aussi. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, des formations par spécialité. Et chaque mois, il y a un webinaire exclusif qui est diffusé sur la plateforme. Si on peut passer au slide suivant. Voilà, donc c'est rien installé. Les formations, c'est des vidéos, c'est des fiches mémo, il y a des webinaires. Après, les formations, il y a un petit quiz pour valider les acquis. C'est très intuitif. Et si vous voulez plus d'informations, donc si on peut vous montrer le slide d'après, et j'en terminerai avec ça. Si vous voulez plus d'informations, alors c'est rendez-vous sur eluacademy.fr. Est-ce que j'ai mis un dernier slide sur Elu Academy? On peut voir. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur eluacademy.fr. Voilà pour en savoir un petit peu plus. Et du coup, maintenant, je laisse la parole à Emmanuel pour le webinaire. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire donc consacré aux stratégies de développement des outils numériques
issus de la crise sanitaire. Je vais évoquer avec vous surtout un retour d'expérience et puis des perspectives d'évolution de ces outils numériques qui se sont développés pendant la crise sanitaire et puis qui sont aussi aujourd'hui des éléments qui ont impacté, qui ont changé et qui vont changer durablement la vie des collectivités locales. Donc, c'est au travers de mon expérience de maire d'Alençon. Alençon, c'est une ville de 27 000 habitants dans une communauté urbaine de près de 60 000 habitants, donc une ville moyenne située au sud de la Normandie et qui, comme toutes les communes de France, était confrontée à cette crise du Covid-19. Et les outils numériques ont été importants pour la gestion de cette crise, le sont dans ce processus de déconfinement et vont également l'être après dans la phase de rebond, de relance de nos territoires. Donc, j'ai choisi de vous parler de 5 points concernant cet impact de la crise sanitaire sur l'étude numérique au service de la relation aussi avec les usagers, les habitants. J'anime des formations au niveau de la Gazette sur la démocratie participative et en tant que maire, en tant qu'élu, il est important pour nous, surtout dans ces questions de crise grave, importante, durable, de pouvoir garder ce lien avec les habitants. Et cette démocratie participative a été profondément transformée du fait notamment du confinement et du déconfinement aujourd'hui. Et donc les outils numériques ont été des relais essentiels pour moi, pour nous, pour la collectivité, pour garder ce lien essentiel avec les habitants et faire fonctionner les services de la collectivité, donc dans un mode souvent dégradé, mais qui a gardé son efficacité grâce notamment aux outils numériques. Donc j'ai choisi d'évoquer de manière assez synthétique 5 points pour ensuite pouvoir répondre à vos questions et avoir un échange sur ces questions du numérique et de la crise sanitaire. Premier focus sur le numérique, réseaux sociaux, dématérialisation, analyser un petit peu les outils existants et comment ils ont été impactés par la crise, comment ils se sont développés. Donc, ce sera le premier point. Ensuite, cette relation avec les citoyens, les usagers, je l'évoquais à l'instant, cette préoccupation. Comment garder ce lien avec les habitants pendant cette crise, lorsque tout le monde est confiné chez soi? Comment pouvoir toucher, informer, rassurer? Et donc là, les outils numériques ont été un relais essentiel, important. Et je développerai notamment les Facebook Live, les éléments donc de réseaux sociaux qui permettent d'aller vers les habitants, avec également une certaine limite, puisque la fracture numérique est toujours aujourd'hui existante et traverse également nos villes et ses habitants. Je reviendrai également sur la gouvernance locale qui était impactée par ce recours accru au numérique. Vous avez dû le vivre en tant que direction de service informatique ou également élu. Nous avons travaillé en un temps rapide, de manière différente, et ça a forcément donc impacté la vie des collectivités locales. Et puis, je reviendrai aussi sur l'après, des outils numériques qui ont été importants pendant la crise pour maintenir l'activité économique. Je développerai un petit peu la marketplace, des bons solidaires, des éléments qui ont permis de mettre en évidence l'action économique, de la soutenir, et puis des outils qui sont amenés à se développer et également donc à conforter la dynamique économique qui peut rebondir, repartir à l'issue de ce déconfinement. Et puis rapidement un retour sur les limites au regard de la fracture numérique que j'évoquais aussi à l'instant, qui font que ces solutions touchent un nombre important de personnes. Lorsque j'ai fait des Facebook Live sur une ville comme Alençon, 28 000 habitants, il y a eu au début jusqu'à près de 10 000 personnes touchées par ces Facebook Live. On voit bien que tous les habitants ne sont pas concernés et donc il faut dans le même temps conserver des outils puisque la fracture numérique est également toujours existante malgré tout. Alors la première partie concerne le numérique, réseaux sociaux, dématérialisation, les outils existants qui se sont développés dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. C'est vrai que cette crise sanitaire a accéléré ce recours aux outils numériques qui était déjà très important, très prégnant dans la vie de nos collectivités, mais les choses se sont fondamentalement accélérées et ont été en première ligne dans nos collectivités, donc les directions des services informatiques qui ont dû s'adapter souvent en un temps record et ont dû trouver des solutions nouvelles pour pouvoir que les élus se réunissent, pour pouvoir garder le lien avec les habitants et puis faire en sorte que les processus de dématérialisation en cours puissent se développer pour garder le lien avec les habitants. Donc, je voudrais saluer également dans cette crise ce recours essentiel qui a été pour nous les services informatiques qui ont pu innover, s'adapter et être
très présent donc aux côtés des élus pour construire et développer des outils existants, mais aussi construire de nouvelles solutions pour ceux qui n'avaient pas forcément l'habitude encore de travailler en audio, en visioconférence. Et donc, en un temps record, il a fallu développer un certain nombre de solutions. Le principal changement, ça a été effectivement l'accélération du télétravail, qui était pour les collectivités comme pour l'ensemble des entreprises un élément essentiel pour pouvoir continuer à travailler. Donc, des services le faisaient déjà à plus ou moins grande échelle. Sur une ville comme Alençon, nous avions une dizaine de personnes en télétravail. Et là, nous sommes passés à 80, 100 personnes qui ont, à l'issue du confinement, été en situation de télétravail. Donc, il a fallu accompagner d'un point de vue technique et également matériel cette accélération importante du télétravail qui a concerné les services supports, ressources humaines, finances, et puis également les directions opérationnelles. Les logiciels métiers ont pu être interconnectés et le service finance a pu travailler, les agents ont pu travailler de chez eux et continuer donc leur travail. Et on a regardé en point de vue statistique et on s'est rendu compte que le travail avait été de la même intensité pendant ce mois d'avril-mai qu'il était l'année dernière. Donc le télétravail a très bien fonctionné pour un certain nombre de tâches et donc qui a permis d'assurer la continuité des services publics. Ce télétravail était inégal et ce recours aussi aux solutions numériques, informatiques a été aussi inégal en fonction des collectivités, en fonction du niveau préalable d'équipement. C'est vrai qu'il a fallu en un temps record s'équiper d'ordinateurs, vérifier des connexions au domicile des personnes. Il y a toute la question de la sécurité qui s'est également posée. Nous avions eu recours à quelques ordinateurs et beaucoup de personnes se sont connectées de chez elles avec leur ordinateur personnel, interrogeant effectivement sur les questions de sécurité et de connexion de données donc au niveau de la collectivité. Et puis, il y a eu également le recours aux audio, aux visioconférences qui ont profondément modifié le fonctionnement en interne de la collectivité entre les élus et puis également avec les services dans cette gestion de crise où donc ces audioconférences ont été des outils essentiels pour garder le lien. Audio, visioconférences sont des choix qui ont été souvent différents en fonction des collectivités. Nous avons fait le choix avec le service informatique de privilégier les audioconférences qui permettaient d'avoir au début en tout cas des continuités dans les échanges que l'on pouvait avoir et qui étaient assez sécurisés, donc qui nous ont permis de travailler assez rapidement sous ce mode audioconférence. Et ensuite, nous sommes passés donc à la visio, donc comme beaucoup de collectivités et d'entreprises donc concernées par ces nouveaux outils. Et puis donc du lien en interne avec les services, les élus, et puis également du lien à l'externe avec les acteurs du territoire qui ont été impactés par la crise. Ça a permis d'être en contact hebdomadaire avec les chambres consulaires, les associations de commerçants, les acteurs de l'action sociale qui œuvraient aussi sur le territoire. Et donc ces outils ont permis vraiment de faire du lien et ont quelquefois créé du lien qui était moins important qu'il n'était auparavant. Et donc, des liens réguliers, hebdomadaires, ont permis de construire aussi des politiques publiques grâce à ces nouveaux outils qui ont été donc essentiels pour construire des outils nouveaux, des actions nouvelles et être très réactifs puisqu'on avait donc la possibilité, avec cette conférence, d'avoir des contacts très très réguliers avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc, des outils qui étaient très largement existants, mais qui se sont développés et ont montré toute leur efficacité pendant la gestion de cette crise. Et puis, c'est également poser la question de la dématérialisation des services publics. C'est une dématérialisation qu'on a déjà engagée depuis de nombreuses années. C'est le lot quotidien de nos collectivités locales. Mais cette crise sanitaire a aussi accru cette dématérialisation dont j'ai indiqué quelques exemples. Les médiathèques ont mis en ligne de manière gratuite, plus accessible, des ressources documentaires, artistiques, les musées. Et donc, la culture, c'est aussi davantage répandu sur les réseaux sociaux, les sites Internet. Et donc, la dématérialisation s'est développée et s'est accélérée pour les médiathèques, notamment au niveau de leurs ressources. Et puis, la question aussi du lien avec l'usager. J'ai pris l'exemple de la réinscription dans les écoles pour la réouverture le 12 mai dernier. C'est par courrier, c'est par mail que l'information s'est faite au niveau des parents avec les écoles. Et donc, là aussi, on voit bien l'importance des réseaux et du numérique. Et puis, certains services comme les déchetteries qui étaient jusque-là accessibles sans prérequis, nous avons choisi sur le territoire de faire des prises de rendez-vous par mail
qui permettait d'éviter les files d'attente et de respecter les mesures barrières. Et donc ces services se sont donc vus pris d'assaut pour pouvoir avoir des rendez-vous par mail puis par téléphone. Et aujourd'hui, dans cette période de déconfinement, les déchetteries fonctionnent toujours avec cette prise de rendez-vous dématérialisée. Donc on voit que les changements peuvent durablement impacter le fonctionnement des services et cette dématérialisation, au travers de quelques exemples, est sûrement amenée encore à se développer et à rendre donc plus accessible encore sur la voie numérique les services publics. Alors cette dématérialisation, elle va effectivement s'intensifier avec le développement de ces outils. Et au-delà des outils, ce sont aussi toutes les organisations des collectivités qui se sont trouvées profondément modifiées par cette crise sanitaire et en un temps record. Nous repensons nos modes d'accès aux services publics, l'accueil physique, mais aussi l'accès dématérialisé. Et donc cette modification, cette transformation est aujourd'hui accélérée. On travaille en un temps record sur ce déconfinement, cette ouverture des services et en même temps sur une réorganisation, puisque dans beaucoup de cas, on ne travaillera plus comme on travaillait au mois de mars, comme on travaillait avant cette crise. Et donc les services informatiques, la dématérialisation se trouve aujourd'hui au cœur, encore plus au cœur des processus de changement, d'adaptation du service public. Et donc en même temps, il a fallu avec beaucoup de rapidité repenser, transformer nos organisations en s'appuyant sur les solutions numériques et cette mutation, elle est aujourd'hui en cours au sein de nos collectivités et elle va encore être amenée à se développer pendant les semaines et les mois qui viennent. J'ai également souhaité développer cette relation avec les citoyens, les usagers, cette relation qui s'est trouvée forcément modifiée, impactée par cette crise sanitaire puisque le confinement a obligé chacune et chacun d'entre nous à rester à notre domicile. Et donc pour les élus, pour les services de collectivité, c'était comment garder contact avec cette population qui était confrontée à une crise inédite, d'une ampleur inégalée, et une population qui était aussi qui n'avait que lien avec l'extérieur que la télévision, qui donnait aussi un certain nombre d'informations importantes sur cette crise, des informations qui pouvaient des fois aussi apparaître très anxiogènes. Et donc, j'ai réfléchi à la façon dont on pouvait rentrer en contact avec les habitants pour pouvoir leur donner des informations. C'est là que j'ai choisi, dès le début de cette crise, de mettre en place des Facebook Live toutes les semaines, de pouvoir être en lien direct avec les habitants. Et ces modalités numériques via ces réseaux sociaux m'ont permis de donner des informations précises, de répondre aux questions relatives au territoire, puisque on voyait bien que les habitants avaient des questions d'ordre général, mais aussi sur le fonctionnement des services publics locaux, la question des déchets, du nettoyage des rues, l'ouverture des services publics, une démarche en ligne, comment faire. Et donc ces informations pratiques étaient très attendues de la part des habitants et ce média social permettait d'y répondre instantanément. Et donc dans ces premiers Facebook Live, il y avait plus de 150 à 200 personnes qui étaient connectées. J'avais choisi de les faire le mardi après-midi à 15 heures pour pouvoir être disponible pour répondre à ces questions. Donc il y avait dans ces Facebook Live un enjeu d'information pratique donnée aux habitants, mais il y avait aussi, j'ai senti une dimension symbolique. Il fallait pour les habitants savoir aussi que le maire, que les élus étaient présents et qu'il y avait une vocation aussi de protection, d'accompagnement dans la crise, d'avoir aussi la présence des élus, cette présence donc matérialisée par ces Facebook Live, qui est également repris par la presse locale. Donc cet outil, ce média, a permis de garder ce lien pendant la gestion de la crise et j'ai continué jusqu'à hier encore ces Facebook Live hebdomadaires qui sont un moment de rencontre propice donc à l'échange d'informations, des informations très locales. Et ce sont des chiffres d'audience qui sont souvent importants, hein. J'évoquais les premiers avec 1500, 150 personnes et près de 10 000 personnes touchées par ces premières vidéos. Et ensuite, donc on avait une régularité des interventions et donc avec plusieurs milliers de vues à chaque fois et des durées donc qui variaient entre une demi-heure et une heure en fonction des questions des habitants. Donc vraiment, les réseaux sociaux au cœur du lien avec les habitants. On a aussi développé des adresses mail dédiées qui ont permis aux personnes de poser des questions
Et là, le temps du confinement, c'est près de 300 questions qui ont été posées et donc on nous a pu apporter des réponses précises. Et puis, les pages Facebook d'entraide se sont aussi développées sur la ville pour échanger sur des ressources pédagogiques pour les enfants, des tutos pour confectionner des masques. Beaucoup d'informations pratiques de solidarité ont pu se développer grâce à cet outil Facebook, ces pages d'entraide qui ont permis donc d'échanger des informations pratiques importantes pour le quotidien des habitants. Des numéros uniques d'urgence sociale ont également été mis en place, des outils donc au service de la gestion de la crise et du lien avec les habitants. Et puis, nous travaillons aussi sur la ville d'après, l'après-déconfinement, la construction d'une ville nouvelle après cette crise sanitaire. Et donc, nous avons engagé donc une réflexion sur la ville d'après. Et là, nous avons sollicité les habitants sur le site internet de la ville avec un formulaire, une adresse mail dédiée pour qu'ils puissent faire part également de leurs propositions. Donc, les propositions, le lien avec l'usager s'est fait pendant la crise, se fait pendant le déconfinement et pourra se faire également après. J'ai également souhaité développer la question autour de la vie culturelle. C'est un élément aujourd'hui essentiel et qui est profondément impacté par cette crise sanitaire. Et là aussi, le numérique nous interroge de manière importante. La vie culturelle a continué sous différentes formes pendant cette crise sanitaire. Et donc, c'est un secteur qui était très impacté par le confinement et le déconfinement progressif, puisqu'aujourd'hui, il est encore difficile d'organiser des événements culturels au-delà de cette forme numérique. Et donc, le numérique a permis, pendant ce confinement, de donner de la visibilité à l'action culturelle et aussi de manière symbolique de conserver dans le calendrier des dates de la vie culturelle de 2020, dates qui permettent de garder le calendrier, de garder ce rythme d'événements comme un festival de lecture, comme une fête au jardin, comme des rendez-vous culturels. Ils ont vécu sous une forme numérique de manière différente, mais ont gardé une certaine permanence. Et puis, aujourd'hui, avec ce déconfinement, cette reprise d'activité qui arrive, on se réinterroge également sur l'économie générale du secteur culturel et puis des organisations qu'on peut nous aussi avoir au niveau de la collectivité et des modèles, des solutions mixtes sont aujourd'hui en réflexion. Il pourrait y avoir des places achetées dans les salles, donc des personnes qui se rendent en présentiel assister au concert, donc sur des jauges diminuées d'un tiers ou de moitié par rapport à la jauge initiale. Et puis, pourquoi pas envisager d'autres places achetées, visibles chez soi pour des spectacles qui peuvent être faits dans la région, des concerts de musique actuelle, des pièces de théâtre, et donc de pouvoir de chez soi, à certains moments, voir ce spectacle et donc acheter cette place pour avoir accès à ce spectacle depuis son salon. Et puis, on regarde aussi pour les programmations à venir, après le 15 juillet, comment continuer sur ce présentiel qui permettrait d'accueillir des personnes et puis de garder une partie virtuelle à ces événements. Donc, on regarde comment accompagner aujourd'hui l'association sur ce mixte entre présentiel, virtuel. Et là, l'outil numérique est essentiel pour pouvoir continuer donc cette vie culturelle qui est essentielle aussi pour le développement, le lien, l'attractivité des territoires, comme la ville d'Alençon pour beaucoup de villes moyennes et plus grandes. L'activité culturelle est aujourd'hui essentielle et là aussi le numérique peut demain avoir un rôle essentiel dans sa diffusion et dans son accompagnement. J'ai voulu aussi revenir rapidement sur la gouvernance locale qui était forcément impactée par ce recours accru au numérique. En quelques heures, en quelques jours, le confinement a profondément modifié et perturbé cette gouvernance locale, puisque chacun a dû rester chez soi et donc rapidement il a fallu fonctionner en mode dégradé pour les services publics et puis trouver d'autres solutions pour échanger, associer les élus à cette gestion de crise. Donc les premières semaines, les premiers jours, les audios, les visioconférences entre élus et services en mode dégradé ont permis de travailler, d'établir un certain nombre de protocoles, de reprise d'activité, de continuité de services publics, mais en même temps, ça a été forcément source de tension puisque les élus n'étaient pas forcément habitués à ce travail avec des services en mode dégradé. Ils n'avaient plus leurs interlocuteurs, même si certains continuaient à télétravailler.
il a fallu donc travailler de manière différente. Nous avions les outils, mais nous n'avions pas forcément l'habitude de travailler avec les nouveaux outils. Et donc, les collectivités étaient confrontées à l'urgence de la crise. Il a fallu rapidement prendre des décisions. Et donc, les outils ont été efficaces à ce niveau-là, mais ont des fois un peu dépassé le mode de fonctionnement habituel de nos collectivités locales. Ensuite, passé ce temps de crise où il a fallu agir rapidement, et les outils numériques ont été essentiels pour répondre aux besoins des habitants, passer de l'information, gérer les services. On s'est appuyé sur ces nouveaux outils. Et ensuite, il a fallu, dans un processus démocratique plus normal, après quelques semaines de crise, retravailler avec donc ces nouveaux outils et donc continuer donc à statuer sur des mesures liées à la gestion de la crise et aussi construire des processus de travail, des process de travail, d'organisation nouveaux qui ont été également mis en cours. Et puis, les conseils municipaux ont également été dématérialisés, ont été aussi réalisés sous forme d'audio, de visioconférence. Nous en avons tenu un et puis un second se tiendra la semaine prochaine, donc en utilisant le système d'audio conférence, chaque élu pouvant donc intervenir par la voix. Et puis, nous avions retransmis ce conseil municipal sur le site internet pour que la presse, les habitants puissent assister donc à ce conseil municipal et près d'une centaine de personnes ont été donc au rendez-vous de ce premier conseil municipal. Et pour le prochain, nous allons allier audio et visioconférence pour que nous puissions donc avoir aussi l'image dans ces conseils et le rendre aussi visible pour les habitants et également la presse locale. Et puis, un autre élément qui nous est apparu aussi essentiel, comment les outils numériques peuvent permettre de maintenir l'activité économique commerciale pour les territoires et aussi permettre leur développement. Et donc, dans les premières idées que nous avons eues, c'était la création d'une marketplace, d'une plateforme en ligne pour que les commerçants puissent vendre leurs produits. Et donc, l'outil, nous l'avons développé au premier jour du confinement de manière totalement dématérialisée. Donc, il s'agissait de soutenir les commerçants pour qu'ils puissent vendre leurs produits, mais également aussi pour que les habitants puissent, malgré le confinement, continuer à acheter des produits de première nécessité et notamment des denrées alimentaires. Et donc, nous avons sur cette marketplace donc réuni des commerçants, mais également aussi des producteurs locaux qui ont pu vendre une partie donc de leurs produits sur cette plateforme. Elle a commencé avec quelques dizaines, 10, 20 commerçants. Aujourd'hui, il y a 40 commerçants et près de 2000 produits qui sont référencés et le chiffre d'affaires a été donc de 15 000 euros. Cette marketplace nous a permis également de se substituer aux marchés hebdomadaires qui ont été fermés dans cette période de pandémie. Et donc, nous avons permis donc la commande auprès des producteurs habituels de produits alimentaires, fruits, légumes, et ensuite le retrait des marchandises s'est fait dans un lieu unique qui était sécurisé avec les mesures barrières. Et donc, chaque samedi, les habitants pouvaient récupérer les commandes faites auprès de leurs producteurs qu'ils avaient l'habitude de fréquenter auparavant. Et donc, rapidement, chaque samedi, il y avait près de 200 personnes qui venaient en toute sécurité récupérer les commandes faites sur cette marketplace. Et puis, nous avons aussi, comme mode de retrait, travaillé sur le click and collect. Il s'agissait de commander, d'acheter sur cette plateforme, et puis ensuite, on venait chercher dans les commerces ouverts, donc ceux qui étaient restés ouverts, comme les buralistes, boulangeries. Donc, 2 commerçants ont été ciblés pour pouvoir être lieu de collecte et de livraison des produits achetés. Et puis, nous avons aussi organisé une livraison gratuite chez les habitants de la communauté urbaine pour aussi favoriser le développement de cette marketplace. Et puis, nous travaillons aussi sur des bons solidaires qui sont aussi en vente sur cette marketplace et qui permettent de constituer de la trésorerie pour les commerçants. Le principe est assez simple. La personne achète sur cette marketplace un bon, 10, 20, 50 euros. Ce bon est majoré de 10% par la ville. Donc, on y consacre 60 000 euros pour ces majorations. L'idée, c'est de faire un effet levier pour ensuite qu'il y ait 600 000 euros de dépensés sur le centre-ville, sur la ville d'Alençon. Et donc, c'est un soutien à la trésorerie, un soutien au commerce en même temps, un gain de pouvoir d'achat, donc grâce à cette majoration de 10%. Et puis, ces outils numériques aussi
nous interroge sur l'attractivité plus globale d'un territoire et aussi sur les opportunités qu'ils peuvent révéler. Nous avions dans l'Orne eu un accroissement de la population de près de 10%. 10% d'habitants en plus sont venus pendant le confinement. Donc beaucoup venaient de la région parisienne. Nous sommes à ces fameux 120 minutes de Paris. Et donc beaucoup sont venus se confiner dans notre département. Et donc demain, avec le télétravail qui s'est très bien passé pour de nombreux franciliens, on regarde pour, avec ces outils numériques qui sont aujourd'hui à la disposition de toutes et tous, de travailler sur des télécentres, du coworking, et en même temps faire en sorte que des résidences secondaires deviennent la résidence principale et donc constituent aussi des leviers de développement. Et donc nous envisageons également de pouvoir communiquer pour faire venir aussi des entreprises grâce à ces nouvelles opportunités numériques qui sont aujourd'hui à destination des entreprises, de pouvoir donc venir s'installer dans des départements plus ruraux avec une qualité de vie préservée. Donc là, on voit que le numérique peut être au service aussi de mutations profondes qui vont impacter notre territoire et donc qui peuvent être bénéfiques demain à des territoires plus ruraux qui peuvent offrir donc une qualité de vie que beaucoup ont pu mesurer dans cette période de confinement. Et puis aussi les opportunités de développement au travers du tourisme, avec ce besoin de nature pour les personnes qui sont restées dans les grandes villes et puis ceux qui sont restés confinés. Et donc ce besoin de nature peut être aussi un élément important de développement et les outils numériques peuvent là aussi permettre de valoriser assez facilement nos territoires par des campagnes dématérialisées, des campagnes numériques qui vont toucher un public ciblé par des jeux, par des avantages, par des communications. On a donc, grâce au numérique, une possibilité pour nos territoires de se développer, d'être attractifs suite à cette crise sanitaire et aux opportunités nouvelles qu'elle peut maintenant offrir. Et puis, je voudrais terminer par les limites de ces outils numériques issus de la crise sanitaire. On le voit bien que je parlais tout à l'heure des Facebook Live qui permettaient de toucher plusieurs milliers de personnes, mais tous les habitants ne sont pas connectés. Et donc, pendant la gestion de cette crise, nous avons couplé les solutions numériques à des envois plus traditionnels de courrier par la poste pour pouvoir toucher l'ensemble des habitants et faire passer l'information, puisque la fracture numérique reste encore aujourd'hui une réalité au sein de nos territoires. Et puis, nous avons été aussi confrontés aux questions de débit, de connexion, qui restent des problèmes qui peuvent rester entiers, des problèmes aussi d'équipement. On a pu voir pendant cette crise que les enfants sont restés à leur domicile pour faire les devoirs par le biais de l'informatique, de la connexion, et nous avons dû faire face donc à des prêts d'ordinateurs, de tablettes pour des familles, des enfants qui n'avaient pas dans le foyer assez d'ordinateurs, qui n'étaient pas connectés. Et donc ces nouvelles façons de travailler au niveau de l'éducation nationale, rendues nécessaires par cette crise sanitaire, ont également aussi développé des inégalités d'accès au savoir par rapport à cet exemple lié à l'éducation. Mais on voit que ce numérique, s'il a accéléré des processus, s'il a facilité des choses, a aussi accru des inégalités par rapport à un public qui se trouve éloigné de cette connexion, de ce débit. Et donc là aussi, ça interroge les collectivités dans l'accompagnement de ces publics. Donc nous y avons contribué par le prêt de tablettes, d'ordinateurs à ces publics donc, qui pouvaient être éloignés donc, de cet accès au numérique. Et puis, d'une manière plus générale aussi, on voit bien qu'avant, après, des initiatives privées peuvent aussi se substituer aux services publics qui se trouvent très majoritairement dématérialisés. Et donc, ça devient également des prestations qui deviennent aujourd'hui payantes. Hein. Nous avons sur le territoire des entreprises qui vont accompagner les personnes pour les dossiers de carte grise. Donc, on voit que ce numérique, cette dématérialisation reste encore fragile de par les outils, de par la capacité d'accès des habitants et donc donne naissance à des initiatives qui sont payantes et donc qui viennent un peu quelque part à l'encontre de l'égalité d'accès aux services publics. Ça peut entraîner des inégalités, mais aussi, et je terminerai par là, un non-recours aux services publics ou une difficulté d'accès par donc cette fracture numérique qui est aujourd'hui présente. Et donc demain,
dans les perspectives de rebond, de relance, il faudra continuer des actions qui étaient déjà engagées pour faciliter l'accès au numérique des populations qui en sont le plus éloignées, par des ateliers, par un certain nombre d'initiatives. Mais ces questions vont encore se poser, puisqu'on voit que le numérique s'est profondément développé, accéléré, accentué dans nos collectivités pour gagner en performance, en efficacité. Et ces organisations vont être durablement impactées par ce numérique, par cette accélération. Et il ne faut pas que, à l'échelle d'un territoire, des habitants soient exclus de cette dynamique. Et donc, il faudra aussi, dans ce rebond, dans cette relance, faire preuve aussi de beaucoup de solidarité, d'accompagnement des personnes, des publics les plus fragilisés. Et donc là aussi, il y a un enjeu qui est toujours prégnant en termes donc d'accès au numérique et à tous ces outils. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cet exposé que j'ai souhaité qui soit plutôt un point d'information compte tenu de cette crise sanitaire et de pouvoir éclairer en termes de réalisation également de perspectives d'avenir. Merci beaucoup Emmanuel. Alors comme je vous le disais en début de webinaire, on entre dans la phase de questions-réponses. Donc pour rappel, vous avez une petite fenêtre avec écrit questions. C'est ici que vous posez l'ensemble de vos questions. Je vois que certains en ont écrit pendant la présentation. Notamment une première question. Est-ce que sur la base de ce saut dans le télétravail, les collectivités pourraient se lancer massivement dans la mise en place d'espaces communaux de coworking pour leurs habitants qui seraient mieux dans ces espaces plutôt que chez eux pour télétravailler? Effectivement, c'est des projets que nous avions aussi à l'échelle du territoire, d'avoir un tiers-lieu d'espace de coworking. Et là, on se rend compte qu'il va falloir effectivement accélérer ce recours au coworking. J'évoquais les perspectives qu'il y avait en termes d'attractivité pour faire venir des entreprises ou faire germer des projets. Et donc, on va accompagner de ces politiques publiques, effectivement, cette réalisation d'espaces de coworking qui vont permettre pour les habitants eux-mêmes et pour d'autres de venir travailler. En plus, il va falloir aussi trouver des espaces supplémentaires puisque il arrive souvent que les bureaux vont peut-être être trop petits compte tenu des distances qu'il doit y avoir entre chaque salarié et donc de pouvoir offrir des espaces de coworking qui peuvent être loués sur quelques heures, des demi-journées. Ça va être aussi des éléments essentiels et donc nous envisageons d'accélérer la réalisation d'un bâtiment, d'un tiers-lieu dédié donc au coworking et aux nouvelles technologies. Merci. Une deuxième question. Justement, pendant cette phase de déconfinement, est-ce que la commune se doit de favoriser la visioconférence, même pendant cette période-là? Alors effectivement, nous avons gardé dans la collectivité le principe des 10 personnes. Donc nous ne faisons pas de réunion de plus de 10 personnes pour les services, mais également aussi pour les élus. Nous nous sommes donc conformés à cette prescription au moins jusqu'au 2 juin. Et donc toutes les réunions que l'on fait sont sous forme d'audio ou de visioconférence. Donc les municipalités, les réunions de conseil municipal donc, se font dans cette organisation-là et toutes les réunions de service également. Donc ces audioconférences, ces visioconférences sont toujours en cours et donc impactent durablement le fonctionnement de la collectivité. Alors il y a des questions sur la marketplace. Qui se charge d'alimenter la marketplace, articles mis en ligne, gestion des stocks pour chaque commerce, etc. Alors nous l'avons lancé en nous appuyant sur le service Action Cœur de Ville. La ville d'Alençon donc est dans les 222 villes qui ont été lauréats de ce dispositif. Et donc nous avons un service aujourd'hui composé de 3 personnes qui ont été mobilisées pour mettre en place cette marketplace. On l'a construit avec nos 2 associations de commerçants et puis la Chambre des métiers, la CCI. Mais compte tenu de cette crise sanitaire, c'est la collectivité qui a créé cette marketplace, qui l'a financée pour un montant de 50 000 euros. Et donc aujourd'hui, ce sont nos agents qui ont mis en ligne les produits et qui ont assuré donc le développement de cette marketplace. Nous nous posons maintenant la question de transférer la gestion de cette marketplace à l'association de commerçants qui est plutôt apte, compétente pour poursuivre le développement de cet outil. Donc nous sommes passés d'un fort engagement public à une phase aujourd'hui où nous souhaitons, dans les semaines et mois qui viennent, transférer la gestion de cette marketplace aux commerçants eux-mêmes, aux associations de commerçants pour qu'ils en assurent
aujourd'hui le développement, en sachant que les bases sont aujourd'hui posées. Et on me demande justement si cette marketplace, euh, le prestataire qui a développé cette marketplace propose des solutions pour clé en main à peu près identiques pour différents territoires. Oui, c'est une plateforme donc qui s'appelle Acheter à Alençon. Donc on peut développer cette plateforme sur d'autres territoires. Donc elle est largement transposable. Elle s'adapte en fait aux réalités du territoire, mais la plateforme est existante. Donc nous avons acheté donc cette plateforme et nous l'avons développée aux couleurs de la collectivité en fonction des spécificités. Mais c'est une solution qui est déployable dans toute autre ville. Et comment ça se passe pour le service livraison, pour la livraison? Alors donc les personnes donc, commandent en ligne au sein du commerce, hein. Et puis donc si la commande dépasse 15 euros, c'est la ville d'Alençon qui assure la livraison. Donc on s'est appuyé sur une association d'insertion qui fait la livraison, et donc elle va chercher cette livraison, le produit chez le commerçant. Et ensuite donc le produit est acheminé chez l'habitant, et donc on a choisi l'ensemble de la communauté urbaine. Et donc ce service fonctionne aujourd'hui très bien. Donc on l'a mis dans cette modalité pendant 3 mois de gratuité, puisque forcément ça a un coût pour la collectivité. Donc nous avons voulu là aussi marquer un signe de soutien, d'accompagnement de la ville au commerce local. Et donc on va voir d'ici 3 mois si il faut facturer une partie ou pas de ce frais de livraison. Mais nous avons voulu donner un effet levier à cette plateforme en permettant donc cette livraison gratuite sur toute la communauté urbaine, réalisée donc par la ville d'Alençon via cette association d'insertion. Alors, il y a beaucoup de questions hein, sur cette marketplace. Est-ce que ce qui est remonté sur la plateforme, mise à disposition des habitants, a apporté des propositions intéressantes? Quelques exemples, si possible. Oui, oui, il y a eu beaucoup de propositions d'habitants sur cette plateforme. Donc, nous avions mis un lien et puis une possibilité d'expression. Donc, on a eu beaucoup d'éléments donc, on travaille aussi sur un plan de rebond, de relance qui sera présenté au prochain conseil municipal en mettant en avant la transition écologique, et beaucoup de propositions revenaient sur cette question de la transition écologique, hein, la pratique du vélo dans la ville, la nature dans la ville, sur les circuits courts, du maraîchage urbain. On a eu beaucoup de questions autour de l'écologie, du développement durable qui sont remontées, et donc on a pu ensuite intégrer à notre plan de rebond qui sera présenté au conseil municipal la semaine prochaine. Donc on voit vraiment que cet outil numérique, il s'est approprié. Donc on a eu plusieurs dizaines de réponses, plusieurs dizaines de propositions d'habitants, de suggestions. Et donc ça a permis vraiment d'enrichir le projet qu'on a travaillé au niveau des élus, des services. Et donc cet enrichissement des habitants est un élément essentiel. Quand on peut difficilement faire la démocratie participative, cet outil a permis d'aller donc à la rencontre des habitants et de leurs attentes. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande comment ne pas perdre le bénéfice de toute cette période alors qu'un deuxième tour se profile en juin. Le deuxième tour qui se profile en juin, là, les éléments qui sont lancés pourront être pris par les équipes qui seront élues à l'issue du mois de juin. Donc, et puis, c'est aussi des outils qui sont mis en œuvre par les services. Donc, l'expertise, elle est aujourd'hui mise en œuvre au sein d'un territoire. Et si les élus issus du scrutin du mois de juin veulent continuer cette dynamique, elle est aujourd'hui lancée. Donc, je pense qu'il faut pouvoir effectivement s'appuyer, mais ces changements, ils vont impacter durablement au-delà des élections municipales. Je pense que les Même s'il y nouvelles a un équipes, changement d'équipe? Ouais. le changement d'équipe pourra peut-être effectivement réinterroger, puisque peut-être que ces sujets-là pourront ne pas avoir l'assentiment des équipes qui peuvent arriver, mais quelque part, ça correspond aussi à des besoins, des attentes. Aujourd'hui, s'il y a 40 commerçants, 2000 produits sur la marketplace, c'est que ça correspondait à des attentes. Donc, ces attentes, elles vont encore être présentes aujourd'hui, demain, je pense dans 6 mois et dans un an. Donc, effectivement, les élections vont euh, redonner un temps de réflexion, mais ça peut être aussi l'objet d'amplification de ces Ouais. Mais transitions. pas que- Et plus largement, au-delà de la marketplace, toutes ces actions de communication, qui ont bénéficié justement grâce à cette période, comment on s'assure, au-delà même de la marketplace, que ça continue de vivre? Je pense en s'appuyant sur la dynamique du territoire. Après, c'est vrai que ça dépendra aussi des équipes de les proroger, de les amplifier. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ces moments de crise,
Ce qu'on attend aussi des élus, des collectivités locales, c'est de pouvoir agir, de ne pas perdre de temps. L'attente des habitants est importante. La crise, elle est aujourd'hui importante, d'une ampleur inédite. Et donc, chaque jour perdu, c'est aussi du temps perdu pour le développement du territoire. Donc, il vaut mieux poser des jalons, développer des solutions. Et puis ensuite, il appartiendra au mois de juin aux équipes en place de pouvoir continuer ou pas cette dynamique. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre de collectivités, d'élus, de ne pas agir dans ces périodes de crise et d'incertitude importantes. Hmm. On revient sur le deuxième tour des municipales. Du coup, il y a quelqu'un qui nous demande du coup comment on fait pour faire campagne. Pas de réunion, pas de porte-à-porte. Qu'est-ce que vous préconisez? Mais effectivement, c'est aujourd'hui assez compliqué. Le comité scientifique évoquait des campagnes là aussi très numériques, hein, pas de porte-à-porte, pas de réunion. Mais on voit bien que si c'est une campagne uniquement numérique, on va pas toucher tous les habitants. Et je crois qu'au-delà de la date, ce qui est important, c'est est-ce que on peut tenir des élections municipales en toute sérénité? Est-ce que chacun a la capacité à aller voter? C'est important puisque ça va aussi demain légitimer les équipes qui vont être élues. Et quand on voit l'importance des problèmes, des sujets qu'il va y avoir après cette crise inédite, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, il va y avoir besoin de légitimité pour les équipes qui vont sortir des urnes. Et ça passe par une participation des habitants importante. J'entendais ce midi un politologue parler de vote postal. Ça pourrait être une solution que de pouvoir faire voter par la poste. Certains pays le font et donc ça peut être une solution pour que chacun puisse participer, puisque par exemple dans de nombreuses villes, des groupes de maisons de résidence autonomie étaient confinés le vendredi soir, ce qui fait qu'aucun des habitants, des résidents de ces résidences autonomie n'a pu participer au scrutin du premier tour. Donc il faut pouvoir avoir une élection qui permette d'informer les habitants en toute sérénité et puis également permettre à ce que chacun puisse accéder au bureau de vote. Et donc là, c'est vraiment l'enjeu important parce que sinon, ces élections ne permettront pas d'avoir la légitimité nécessaire pour mettre en place des décisions qui vont être importantes pour les mois et les années qui viennent. Merci. Une autre question sur les exclus du numérique. Est-ce que des outils ou actions ont été mis en place pour les accompagner, hormis le courrier postal? Alors donc j'évoquais ce qu'on a fait au niveau des écoles. Nous avons, en lien avec l'éducation nationale, prêté des tablettes, des ordinateurs, puisque nous avons dans nos écoles renouvelé l'ensemble du numérique, hein. On nous a connectés, on a mis des tableaux interactifs, et donc les tablettes, nous les avons prêtées à l'éducation nationale pour pouvoir les prêter à des enfants qui étaient donc exclus, puisqu'on s'est rendu compte rapidement que ça pouvait créer des profondes inégalités. Et donc ce sont des actions qu'on a pu mettre en œuvre pour donc favoriser le lien et donc lutter contre cette fracture numérique. Mais je pense qu'il faudra encore faire davantage. Il y avait aussi l'utilisation dans les résidences d'autonomie, dans les EHPAD. Nous avons fait permis donc aux familles hein, de se voir grâce à des applications hein, de visioconférence, de garder le lien et donc en prêtant des tablettes aussi pour que les familles puissent voir leurs proches. Donc le numérique est aujourd'hui essentiel pour garder ce lien. Alors, il y a beaucoup de questions. Euh, il y a une question sur les élus délégués au développement du numérique. Est-ce qu'il y a un ou des élus délégués au développement du numérique? Et si oui, combien sont affectés au numérique? Alors au niveau de la ville d'Alençon, il y a un adjoint au numérique et il y a également aussi un adjoint de la communauté, un vice-président de la communauté urbaine qui est aussi en charge des questions du numérique. Donc il y a des élus qui sont en charge des questions numériques sur les deux collectivités qui ont des services mutualisés. Donc on a une direction des services informatiques qui est commune à la ville et à la communauté urbaine, ce qui permet d'avoir une efficacité et des outils communs. Allez, on va faire une dernière question parce qu'on dépasse un petit peu le temps imparti. Est-ce qu'il y a des actions pour développer la réputation, l'attractivité du centre-ville et développer le sentiment j'aime ma ville auprès des habitants? Alors, on a lancé une action Alençon Thème en distribuant donc 25 000 masques aux habitants. Donc,
on a donc développé cette volonté de fierté pour parler du centre-ville et puis donner aussi au ce déconfinement qui est aussi prudent mais aussi réconfortant, donner une image positive qui dise aussi aux habitants que cette reconquête peut se faire aussi avec en saisissant toutes les opportunités nouvelles qui s'offrent à nous. Et j'ai évoqué donc le numérique. Et vraiment, ce sont vraiment des outils qui peuvent permettre demain de développer les territoires, les villes moyennes. Et ça peut vraiment être un enjeu de développement important. Et donc, asseoir le développement de ces villes moyennes dans les semaines et mois qui viennent. Merci Emmanuel. On va s'arrêter là. Je rappelle à tout le monde que le webinaire vous sera envoyé par replay et vous aurez également les slides de cette présentation. Je rappelle juste les coordonnées que vous voyez à l'écran pour si vous êtes intéressé pour les formations La Gazette. Donc si vous êtes intéressé par notre solution de e-learning pour les élus, rendez-vous sur eluacademy.fr. Et pour tous les autres, c'est formation.lagazetteDesCommunes.com. Il y a plein de formations qui sont justement dédiées au numérique. Donc, allez y faire un tour. Merci Emmanuel et merci à tous les participants d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Merci. Bonne fin de journée. Vous avez beaucoup de remerciements sur les commentaires aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne Au journée. Au revoir. revoir.